Écoutez le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, qui observe qu'effectivement, non seulement les Ukrainiens ont réussi cette étape, mais ils continuent. Nous avons des indications selon lesquelles la Russie déplacerait un petit nombre de forces vers Koursk pour réagir. Je dirais cependant que, d'une manière générale, la Russie a vraiment eu du mal à réagir. Et nous continuons à constater des avancées ukrainiennes dans cette région. Est-ce que ça correspond, vous êtes un observateur privilégié, vous suivez vraiment kilomètre par kilomètre, est-ce que ça correspond à ce que vous observez? Alors ça correspond à ce que les Ukrainiens peuvent prouver, et même ce que les Russes prouvent en partageant des images dans lesquelles ils montrent qu'ils bombardent par exemple des Ukrainiens qui sont dans un nouveau village qu'on ne savait même pas que les Ukrainiens possédaient. Donc de ce qu'on peut prouver, c'est qu'aujourd'hui ils ont encore pris 2 villages et qu'ils sont arrivés à la limite d'un village supplémentaire. Donc oui, ils continuent à avancer, mais à mon avis ils sont plus dans une situation où ils cherchent à consolider leurs gains, ils font une zone tampon, et parce qu'on sait qu'ils commencent à creuser des tranchées de leur côté en vue des futurs combats et de la future volonté russe de reconquérir la zone. Oui, soulignons ça, ils construisent aussi des ouvrages défensifs, déjà. Ils se préparent, ils ont construit un quartier général dans une des villes, Soudja, et ils ont des systèmes de défense. C'est-à-dire qu'ils sont en train de préparer des blocos, des blocs-postes, il y a des lieux de passage pour filtrer la population. D'ailleurs, il y a très peu de résistance. Contrairement à Tokmak ou les zones Mélitopol occupées par les Russes, où il y avait énormément d'images de personnes qui se plaignaient. Là, les civils russes sont totalement passifs et tout se passe bien parce qu'ils ne sont pas martyrisés ni quoi que ce soit, a priori. Ils le disent eux-mêmes. Jusqu'où peut aller l'étirement du front ? À mon avis, pas beaucoup plus loin. Il y a une zone sur laquelle les Russes peuvent être en difficulté, c'est toute la zone qui se trouve à l'ouest de la zone qui est utilisée aujourd'hui par les Ukrainiens, à gauche de Viktorovka. Vous avez en fait un fleuve, une rivière qui est passée là, avec encore 700-800 km² qui sont en dessous d'un fleuve. C'est-à-dire qu'il y a la frontière ukrainienne au sud, il y a ce fleuve au nord, et les Ukrainiens ont détruit les 3 ponts. Donc dans ces 700 km², on estime qu'il y aurait entre 2 et 3 000 soldats russes qui sont présents, et les Ukrainiens aujourd'hui maintiennent 1250 km² juste pour ce qu'on peut prouver. Et sur la gauche, a priori, si les Russes n'arrivent pas à obtenir de renforts, il y aurait 700 km de plus qui pourraient tomber. Par contre, je n'imagine pas qu'ils puissent continuer vers le nord, par exemple pour aller sur Koursk, parce que là, les Russes commencent, et on le voit, à 7-8 km de leur zone d'aujourd'hui, les Russes construisent des défenses. Sur le vide relatif militaire dans ces régions, les chiffres que vous articulez sont des chiffres relativement petit. On faisait la comparaison tout à l'heure avec l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'Union soviétique. La première nuit, 200 000 hommes, 1 demi-million d'hommes dans les jours qui ont suivi. Là, on voit qu'une partie du territoire russe, au fond, est assez peu protégée actuellement. N'est pas du tout protégée. Les Ukrainiens, de sources biélorusses, ils alignent 100 000 hommes sur la frontière du nord, entre la Biélorussie et la Russie. On voit bien que les Russes n'avaient absolument pas la même chose. Et quand les Russes ont décidé de lancer leur offensive surprise sur l'oblast de Kharkiv, ils ont avancé de 5 km parce que les Ukrainiens ont réellement des forces à cet endroit-là. Et derrière, le deuxième élément, c'est que non seulement ils n'avaient personne sur leur frontière et qu'ils ne pourront pas maintenir personne sur leur frontière après cette attaque, mais qu'en plus ils n'ont pas de réserve stratégique. Ils n'ont pas, comme une armée normale, des dizaines de milliers d'hommes qui sont à l'arrière, qui sont disponibles pour être envoyés. On l'avait déjà vu avec la cavalcade de Prigojine, on a une deuxième confirmation. La tradition russe de l'artillerie, n'est-ce pas? Autant ils sont débordés dans la région de Koursk, autant quand ils avancent méthodiquement avec leur artillerie, c'est ce que ça a donné à Bakhmout, à Mariupol, etc. La capacité là d'avance est considérable. Uniquement parce qu'ils se permettent de raser maison après maison, méthodiquement, tout ce qu'il y a devant eux. Et une fois que toutes les maisons sont rasées, ils permettent d'attaquer et d'attaquer la maison suivante. Et c'est comme ça qu'ils progressent. C'est uniquement en rasant ce qu'il y a devant eux. J'ai vu une offensive, j'étais juste au sud de Kharkiv et je suis arrivé à la fin d'une offensive. Et la méthode, elle est très simple. Ils se préparent avec l'artillerie. Ils détruisent une ligne de maison qui est la première sur un village. Ils déposent 50 Russes avec 3 véhicules et ils repartent. Et il y en a 25 qui se font tuer instantanément. Il y en a une vingtaine qui arrivent sur les maisons. Il y en a 10 qui vont se cacher dans les forêts derrière. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là où c'est les dronistes qui balançaient des bombes sur les survivants. Et ils me disaient, ceux qu'on n'aura pas tués aujourd'hui, dans 2 jours, ils vont mourir de soif, ils vont sortir et on les tuera à ce moment-là. Donc si les Russes ont les moyens de renvoyer encore 50 types supplémentaires, peut-être qu'ils vont réussir à prendre la première ligne de maison, qui est un tas de ruines. Et peut-être qu'ils devront détruire la ligne de maison suivante pour avancer encore. On le voit là dans les images de cette région de Pokrovsk, là, les destructions sont très spectaculaires. Historiquement, alors, c'est pas les mêmes ordres de grandeur, mais ce qu'ils avaient fait à Grozny.
À Grozny, il faut rappeler d'ailleurs qu'à l'époque, en Occident, on parlait peu, disons, On a fermé la les réaction n'était pas de très grand courage vis-à-vis de la Russie. Mais Ils enfin, ont tué un quart de la population. Pour tuer un quart du total de la population tchétchène, évidemment, ils ont fait ça pendant des mois et sans aucune aide et sans aucune capacité de la part des Tchétchènes de répondre. Là, aujourd'hui, le grand avantage, c'est que d'ailleurs, il y a une transparence totale sur les chiffres. On sait que les Ukrainiens tirent 3 fois moins d'obus que les Russes. Et en tirant 3 fois moins d'obus que les Russes, ils ont quasiment une parité. Eux, ils se considèrent en parité dans le sens où leur système vise mieux. Et encore une fois, ils louent les systèmes comme le M777 ou le César. Et donc, les Russes, en tirant 3 fois plus, ils visent beaucoup moins bien. Et ils ont finalement pas un si grand avantage. Et l'avantage également de Koursk, c'est que oui, les Russes vont devoir déployer des forces, mais surtout une partie de leur artillerie. Parce que ce qu'il n'y a absolument pas sur le front russo-ukrainien sur le nord, c'est le matériel. Ils peuvent rapatrier des hommes, et ils en ont énormément. La Russie peut mobiliser des centaines de milliers d'hommes, mais là où elle est pauvre aujourd'hui, c'est en nombre de chars et en nombre d'artillerie.